C'est une discipline qui intrigue, fascine, inquiète aussi parfois. L'hypnose est associée à des spectacles où des gens s'endorment en un claquement de doigts, ou dans un autre registre au milieu médical où elle est utilisée pour traiter l'angoisse, les addictions ou les phobies. On en parle notamment pour soulager la douleur ou accompagner des patients au bloc opératoire. Alors l'hypnose, est-ce du pouvoir sur le cerveau, de la manipulation, un outil médical, et peut-on vraiment nous faire n'importe quoi ? Est-ce que ça marche sur tout le monde et surtout, que se passe-t-il vraiment dans notre tête lorsqu'on est hypnotisé ? Eh bien, pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts totalement différents mais complémentaires. D'un côté, Mesmer, l'un des hypnotiseurs de spectacles les plus connus au monde, qui s'occupe chaque année de milliers de personnes sur scène, sous les yeux du public. De l'autre, le docteur Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute, pionnier en la matière. C'est lui qui a initié le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. Il a créé le centre Hypnosis pour former les professionnels de santé. Il est l'auteur de L'art de l'hypnose aux éditions Odile Jacob et d'Hypnose-toi toi-même chez Flammarion. Deux univers donc, mais une porte d'entrée, notre cerveau. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Jean-Marc Benayem, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une tradition, parce que c'est vrai que ce mot d'hypnose, ça fait un peu peur, ça fait rêver. Est-ce qu'on peut en donner une définition toute simple ? Il y a une définition simple c'est un phénomène naturel où on quitte un état, une perception restreinte vers une perception élargie. Est-ce que c'est simple comme définition ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je quitte l'envie de maîtrise pour laisser venir une non-maîtrise, c'est-à-dire quelque chose que je ressens. Et dans quel intérêt ? D'intérêt de trouver une adaptation. C'est du lâcher-prise. Voilà, exactement. Et ça permet, c'est pour ça que je dis toujours, mais c'est un phénomène naturel qui va nous permettre, qui permet aux patients de s'adapter à un trauma, à un diagnostic qui leur fait peur, à avoir perdu un parent proche, enfin, et obligé de s'adapter, c'est ça le phénomène hypnotique. Donc, on ne dort pas, hein. Ah non, ce n'est pas du sommeil de la nuit, sinon il ne se passerait pas grand-chose. Ce sont des sommeils légers qui ont été très étudiés au niveau neurologique et qui montrent que la personne est présente et même elle est beaucoup plus présente que quand avant elle voulait tout maîtriser. Mesmer, c'est la même définition que vous donneriez? Oui, absolument. Parce que sur scène, quand j'emmène une personne dans un état hypnotique, tous ses sens sont décuplés. Les sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, l'audition, et même les sens suggestifs aussi peuvent être reconnus dans un état hypnotique. Et on a de la difficulté à faire lorsque nous sommes éveillés, entre autres. Alors, quand nous avons conscience de tous nos sens, on peut justement diriger notre énergie vers un sens pour aider à améliorer notre santé, se libérer de phobie, addiction, bref. Oui, on peut faire de grandes choses avec ça. Et les personnes vous disent, je sais que je suis pas là, mais j'entends, je suis là. Enfin, comment ça se passe? Sur scène, moi, j'amène les gens dans un état où ils vont quand même avoir une certaine conscience de l'environnement. Premièrement, pour les protéger d'eux-mêmes et de l'environnement. Ils vont comprendre qu'ils sont sur une scène. Mais le public ou l'environnement devient complémentaire aux rêves qu'ils vont vivre aussi dans cet état-là. Alors, quand je parle à une personne ou quand vous posez la question à une personne, comme si je vous emmène sur la Lune, par exemple, vous vous imaginez sur la Lune, mais en même temps, vous voyez un public devant vous. Alors, le public fait partie de votre rêve. Et on en a tous fait des rêves bizarres. Des fois, on se réveille le matin et on se dit tout un rêve, ça, écoute, c'était bizarre. Mais sur scène, c'est un peu ça. Alors, vous êtes sur scène, vous avez l'impression d'être sur la Lune, mais en même temps, vous voyez la scène, vous voyez le public et eux font partie du rêve. Ça dépend de chaque patient aussi, de chaque personne qui le vit, parce qu'il y en a qui vont tellement loin dans l'hypnose qu'ils vont avoir l'hallucination, ils vont voir une image de la Lune. Alors ça, à ce moment-là, c'est différent. Alors, il faut savoir reconnaître aussi à quel niveau et comment ils réagissent dans un état d'hypnose aussi. On se souvient de tout ce qu'on a vécu? Sur scène, en général, quand je les réveille, je vais toujours faire une phrase qui dit « Vous allez vous souvenir de tout dans les moindres détails ». Et là, ça remonte rapidement. Tous les souvenirs remontent rapidement vers la conscience. Quoique quand j'éveille les gens sur scène, la majorité d'entre eux ont des vagues souvenirs. Il y en a qui vont avoir des flashs, il y en a qui se souviennent de rien parce que le subconscient et la conscience ne se parlent pas directement. Alors, il y en a qui ne s'en souviennent pas, mais ça va revenir dans les minutes qui suivent. Ou si quelqu'un vous en parle, vous allez voir les images et là, vous allez faire le lien qui va ramener tout ce que vous avez vécu. Ça dépend de chaque personne aussi. Alors, je l'explique aussi sur scène qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas, mais on va faire en sorte qu'ils s'en souviennent. Alors, une suggestion simple, au compte de 3, vous allez vous souvenir de tout.
Et là, ça revient. Et ça fait souvent des moments cocasses aussi parce qu'ils disent « Ah oui, j'ai fait ça, j'ai vu le martien, comment il était. » Alors, bref, non, l'imaginaire est puissant dans un état d'hypnose. Mais alors, c'est la même chose dans le domaine médical, alors, parce qu'en fin de compte, on n'a plus la douleur, mais on va se souvenir qu'on a eu de la douleur. C'est la même mécanique. Alors voilà, non, c'est intéressant parce que vient d'être passé en revue tous les mécanismes possibles. C'est-à-dire, on peut cloisonner les aires cérébrales et on peut, pour le soin, essentiellement décloisonner. Cloisonner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut s'identifier à un magicien, on peut s'identifier à un bébé, enfin, on fait comme on veut, ça cloisonne et la personne s'identifie à pour changer. Et on peut aussi décloisonner, c'est-à-dire la personne n'arrivait plus à faire face à un problème, à une souffrance, à un accident, à une amputation, au bloc opératoire. Et donc, on décloisonne pour qu'elle puisse s'adapter. Et dans l'imagerie cérébrale, on voit effectivement que dans l'état hypnotique, thérapeutique, ça décloisonne et la circulation d'une aire à une autre est tellement fluide que la personne dit « Oui, ça va, je suis tranquille, allez-y, faites le soin ». C'est tout différent. Même au niveau de la douleur, on peut justement faire en sorte que le signal de la douleur, par exemple, lors d'une opération ou l'extraction d'une dent, par exemple, chez un dentiste, par exemple, j'ai accompagné des dentistes, moi, avec certains patients pour faire l'extraction de dents de sagesse, seulement qu'avec l'hypnose. Alors, le signal de la douleur était coupé vers le cerveau. On faisait en sorte que la personne s'imaginait à la plage ou un endroit qu'elle aime bien. Alors, on est capable de contourner ce phénomène de douleur qui est envoyé, ce signal qui est envoyé au cerveau. J'ai un collègue qui me disait, je lui disais qu'on vous recevait, et il me disait ma dentiste voulait se former à l'hypnose, et puis finalement elle a renoncé parce qu'elle avait peur d'avoir des patients un peu perchés. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux précis sur les applications dans lesquelles c'est prouvé scientifiquement l'hypnose ? Ce qui est fascinant, c'est que l'être humain peut s'éloigner de son corps. Pas les animaux, c'est toujours corps-esprit ensemble. On ne peut pas hypnotiser un animal ? Mais il y a de l'hypnose de sidération, voilà, où l'animal se fige parce qu'il a peur, mais on ne peut pas le détacher de pour lui faire un vaccin, Non, c'est compliqué. Alors que les humains, ils peuvent s'éloigner de leur corps. Ça nous aide beaucoup au bloc opératoire. Vous pouvez laisser votre bras s'engourdir, vous pouvez être ailleurs en vous promenade. Oui, d'accord. Et la personne se détache et atténue la douleur, atténue la perception. Ça vient en complément d'une anesthésie ou ça peut venir ? Ça vient en complément, ce qui permet, dans les anesthésies, surtout loco-régionales, mais on peut faire aussi pour la peur d'une anesthésie générale, et ça permet de prescrire moins. Alors, à chaque fois qu'on a une chirurgie de la thyroïde, de la carotide, un soin, une brûlure, un pansement, on peut faire ça, ça permet d'aborder le corps et que la personne dit « oui, ça va, mais je n'ai pas trop senti », elle s'est détachée de la partie. Ça, c'est le côté bénéfique pour le soin éventuellement douloureux. Mais il y a l'autre qui est exactement à l'envers, c'est que la personne s'est détachée de son corps. Elle fait des fibromyalgies, c'est-à-dire je ne suis plus avec mon bras, je ne suis plus avec mon dos, je ne suis plus avec ma tête qui fait des migraines, des céphalées, je ne suis plus avec mon côlon qui se spasme. Et là, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire que la personne se réassocie à une partie du corps dont elle s'était dissociée. Donc l'hypnose, ça nous permet d'associer, dissocier, suivant les contextes, bien sûr. Ce qui est intéressant quand même de savoir, est-ce que, Mesmer, pour vous, c'était un don qui s'est révélé à vous, ou est-ce que vous avez travaillé la chose en disant, voilà... Ouais, non, j'aime pas le mot don, parce que ce n'est pas un don. J'ai plongé dedans, moi j'avais 7 ans, avec un livre qui était donné justement aux hypnothérapeutes, et ce livre-là a été écrit en 1895. Alors, mais les techniques de base d'induction qui étaient écrites là-dedans sont encore valides aujourd'hui, c'est encore là. Alors, j'ai tombé là-dedans quand j'étais tout petit, et à l'âge de 8 ans, je commençais déjà à faire des tests de réceptivité avec mes amis autour, et là, j'ai vu que ça fonctionnait. Alors, quand tu es un enfant de 8 ans, tu lis quelque chose et que tu le laissais et que ça marche, alors j'ai plongé là-dedans à tête première. Étant moi convaincu que ça marche, c'était beaucoup plus facile pour moi d'induire cette idée qu'il va se passer un truc si je vous fais quelque chose, si je dis quelque chose, ça va réagir, parce que moi, j'étais convaincu. Alors, c'était facile pour moi de convaincre les autres personnes à emmener ces personnes-là à vivre ce que je demandais. Mais où est-ce qu'on parle du don, par exemple? J'aime pas le mot don parce que c'est des techniques que j'ai apprises. Je suis un autodidacte, j'ai développé de nouvelles techniques qui collaient avec moi.
Mais je fais un peu une référence souvent, c'est on peut tous chanter, mais est-ce qu'on chante tous bien? Non. Alors en thérapie, c'est la même chose. Il y a des bons thérapeutes et des gens qui sont là, qui suivent des protocoles sans vraiment écouter le patient. Alors on a les deux mondes. Et sur scène, c'est la même chose. Sur scène, il y a des bons showman, il y a des gens qui vont essayer de faire de l'hypnose et que ça ne fonctionne pas non plus parce qu'ils n'ont pas le charisme, mais ça se développe aussi en même temps. Alors non, ce n'est pas un don, mais j'ai tombé là-dedans tout petit, moi. Alors ça fait tout près de 50 ans que je suis là-dedans. Vous avez prononcé un mot très important, réceptivité. Ouais. Est-ce que ça marche chez tout le monde et comment vous savez chez qui ça marche? Il y a des gens avec qui ça va être beaucoup plus facile de créer le contact. Vous le savez quand? Je le fais avec des tests de réceptivité, c'est assez simple. Ou seulement qu'en parlant avec une personne, on peut le voir, le rythme cardiaque de la personne va commencer à accélérer, la pupille va se dilater, la couleur de peau peut changer. Bref, il y a plusieurs signes physiques qui me permettent de voir qu'une personne elle est prête à vivre l'expérience. Nous sommes tous sensibles à l'hypnose. On tombe souvent dans un état hypnotique sans même s'en rendre compte à tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors, par contre, sur scène, quand j'invite les gens à participer sur scène, en général, je sais que 15% de la foule est très réceptive à l'hypnose rapide. Ensuite, moi, j'ai la chance d'avoir 2 heures sur scène, je fais des tests de réceptivité et on voit le taux de réceptivité qui augmente plus la soirée avance parce que les gens laissent tomber les barrières, se disent, écoute, ils ont l'air d'avoir du plaisir, alors pourquoi pas l'essayer? Et à la toute fin du show, je fais un test de réceptivité collective avec tout le monde, le dernier numéro, et là, on va se retrouver avec 200, 300, 400 personnes qui sont dans un état hypnotique, qui vont vivre l'aventure finale du spectacle. Alors, tout le monde est sensible à l'hypnose, il faut trouver la bonne technique pour la personne qui est devant nous. En cabinet aussi, on a le temps de le faire, et on n'est pas obligé en cabinet d'avoir un état, on pourrait dire, de réceptivité aussi grand que l'hypnose de spectacle. Par exemple, on peut parler avec la personne, on peut faire une thérapie les yeux ouverts, comme ça on se parle, et le subconscient capte la suggestion et le phénomène se produit. Alors, il y a des techniques différentes pour chaque personne. Donc là aussi, il y a des patients chez lesquels vous allez dire, tiens, l'hypnose, ça va marcher, ça va aider, et d'autres non. Ça aussi, vous pouvez l'évaluer. L'hypnose, comme c'est physiologique, ça fonctionne chez tout le monde. Différemment, bien sûr, suivant leur caractère, leur personnalité. Mais c'est surtout, est-ce que le patient a vraiment envie de changer? S'il a envie de changer, il va se mobiliser lui-même en disant « D'accord, je me laisse faire, oui, d'accord, allez-y, oui, c'est un truc bizarre que je ne maîtrise pas, et le changement va pouvoir se faire. » La suggestibilité, elle est variable suivant la personnalité, faible, moyenne, forte. Et donc, nous, on dit « Mais la suggestion peut se modifier si la personne se sent en confiance, si on trouve le bon point d'appui. » Ah, donc vous voulez vraiment... Par exemple, dernièrement, je vois un monsieur qui me dit, je lui dis, vous aimez votre côlon qui lui fait mal? Il me dit, non, je le déteste, je voudrais qu'on me l'enlève. Je lui dis, mais non, il est précieux, il faut l'aimer. Ah, il me dit, mais ça, je n'ai pas fait ça depuis des années. Et donc, on a travaillé pour qu'il aime son côlon, et comme il aime, il va lui envoyer les bonnes hormones, et il va se déspasmer. Donc, c'est un conflit avec le corps que la personne ressent parfois depuis très longtemps. Une partie, la nuque, la tête, un bras. C'est un peu une démarche psychologique que vous faites, non? C'est complètement corporel. C'est-à-dire, corps et esprit sont mélangés. Et si on dit à la personne, vous pouvez vous réapproprier cette jambe qui ne marche plus? Ah, et comment je fais? Allez-y, fermez les yeux. Allez-y, imaginez que vous allez remarcher. Et donc, l'imagination est très forte en hypnose, puisqu'on ne va pas dire à la personne, c'est bien de retrouver votre jambe, il s'en fiche. On lui dit, non, c'est bon, fermez les yeux et imaginez que vous marchez dans la campagne avec votre conjoint, avec votre maman. Et la personne va commencer à se mobiliser par les images qu'on lui propose. Et donc, comme on réactive quelque chose dans le cerveau, ça, c'est vraiment le point fort qu'a trouvé Charcot, Jean-Marc, le neurologue. Il a dit, les images, tout ce qui est imaginé, réactive dans le cerveau les zones qui étaient endormies. Une intelligence incroyable. Et donc, si on dit fermer les yeux et réactiver une partie du corps qui est paralysée, un muscle, un tendon, la personne dit hop, et ça réactivé dans le cerveau. Et il ouvre les yeux, il dit ah, ça y est, j'arrive à marcher. On voit des choses étonnantes. C'est pour ça que ça a un côté magique. Ouais. Et c'est pour ça que l'hypnose va au music-hall, parce que au music-hall, il n'y a pas ni la pneumologie, ni la cardiologie. Il y a juste l'hypnose, parce qu'on dit hey, il se passe quoi? C'est pas maîtrisé. Vous avez dit il faut avoir envie. C'est important, donc il faut être d'accord. Oui.
Oui, c'est ça. On peut hypnotiser quelqu'un contre son... Oui, je l'ai déjà Parce fait. que les gens disent, moi, je vais résister, Ouais. je vais résister, je ne vais pas me laisser faire. Ben oui, la personne consciemment va dire je vais résister, je vais tenter de résister, mais le subconscient lui dit vas-y, fais-le, vas-y, tu vas avoir du plaisir. Il y a l'ange et le démon il y a dans un le cerveau. combat interne entre la personne. Parce qu'on peut penser à deux niveaux différents. On peut penser consciemment et le subconscient peut penser autre chose. Ça, ouais. Alors moi, j'arrive sur scène et je lui dis, écoute, on va faire le truc. Non, non, tu m'auras pas. Il se concentre à ne pas vouloir. Mais quand il se concentre sur quelque chose, le reste du cerveau est grand ouvert comme ça. Alors on peut rentrer une suggestion de Ça se façon parle détournée. Alors, mais une fois qu'il est sous hypnose, lui faire quelque chose qui va au-delà de ses valeurs ou contre son gré ou physiquement impossible à réaliser, là, il peut bloquer. Il va rentrer dans un état second, mais là, à ce moment-là, il peut quand même bloquer ce que je lui demande. Il y a une reprise de conscience Non, il n'y a pas une reprise de conscience, c'est qu'il y a un blocage qui va arriver. Si je lui dis, écoute, excusez le terme, mais fous-toi à poil sur scène, il va bloquer la suggestion s'il n'a pas envie de le faire. Et je demande jamais ça sur scène parce que sur 25 personnes qui sont là, c'est sûr qu'il y en a un qui va l'accepter. Alors, je ne vais jamais dans ces... Non, c'est intéressant, c'est vraiment entre maîtrise et non-maîtrise. Ouais, voilà. C'est ça. C'est-à-dire la non-maîtrise, elle est en dessous, elle est sous-corticale, comme ça a été dit. Et donc, c'est là que je vais dans les ressources, mais même, je dirais même Milton Erickson, le grand hypnothérapeute américain, a dit, c'est je vais dans le non-conscient, c'est là qu'il y a les ressources. Et c'est là qu'on peut réactiver quelque chose que la maîtrise veut refuser. Et les souvenirs. Les souvenirs en soi. On peut réactiver des... Oui, absolument, parce que souvent, il y a une technique aussi qui se fait régulièrement au cabinet, c'est de faire des régressions. On dit à la personne, moi, quand j'avais un cabinet à l'époque, c'était une technique que j'employais souvent, elle a un problème dans sa vie, bref, elle veut s'en libérer, et je lui disais, écoute, on va trouver de où ça part. Est-ce que tu as une idée de où ça part? Ah non, écoute, recule dans ton pensée, recule dans le temps, et quand tu vas voir l'image, tu me le dis. Alors, la personne, elle a l'information dans son subconscient. Souvent, elle arrivait, ah oui, je vois un événement. Et là, je raconte une anecdote parce que ça m'est arrivé avec un jeune qui voulait être pompier, mais il avait le vertige. Alors, ça n'allait pas bien. Alors, on a reculé dans le passé, dans sa tête. Je dis, OK, vois l'événement qui a déclenché ça. Alors, ça a pris 5 minutes. Il dit, oui, je le vois. OK, tu vois quoi? Je suis dans un building, je suis chez ma tante. J'ai autour de 3-4 ans, je ne sais pas trop. Elle est au je ne sais pas combien d'étages et il se penche au balcon. Et là, il entend sa mère derrière qui dit « Recule, sinon tu vas mourir, tu vas te tuer ». Alors lui, un enfant de 3 ans, il a eu peur. Il a capté la suggestion de sa mère comme étant la réalité. Hauteur égale, je vais me tuer. Et c'est ça qui a créé le vertige chez lui. Et par la suite, on a changé d'histoire. Je dis, OK, tu es maintenant sur le balcon. Comment tu peux être là? Regarde comment c'est bien. Ah, il y a un camion de pompiers qui arrive. Ils viennent te chercher avec l'échelle. Allez, on prend l'échelle, on descend. Et ça a été la dernière fois qu'il y a eu le vertige, le mec. Hein. Le soir même, il a monté sur le toit de sa maison. Il dit, je voulais tester si c'était disparu. Bien, oui. Et ça a été réglé. Alors, c'est très puissant quand même, le subconscient. Alors, les souvenirs que nous avons sont enfouis dans notre subconscient. Mais il faut faire attention parce qu'on peut créer de mauvais souvenirs, ou c'est pas de mauvais souvenirs, mais des souvenirs inventés ou dirigés par l'hypnothérapeute. Alors, il faut vraiment laisser... c'est ça. On parle aussi parfois d'auto-hypnose. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut soi-même utiliser cette technique? À chaque fois qu'un patient va nous dire au bloc, non, ça va, ça s'est bien passé, il a fait une auto-hypnose. Ah, ils sont bienveillants. Ah, l'infirmière est sourde. Ah, l'anesthésie. OK, c'est bon, je m'abandonne et je me laisse faire. Il a fait l'auto-hypnose. À chaque fois qu'un patient va dire « Bon, allez, je fume plus, j'en ai marre, ça sent mauvais », il a fait de l'auto-hypnose. Et c'est ceux qui n'arrivent pas à faire l'auto-hypnose qui consultent en disant « Écoutez, c'est bloqué. Je sais qu'il faudrait, mais je ne trouve pas le chemin. » Et c'est ça, le chemin thérapeutique avec le patient, c'est ça. Quel va être le point d'appui? Est-ce qu'il a vraiment envie de s'arrêter ou pour faire plaisir à sa famille? Et on cherche et on peut discuter parfois, l'écouter pendant parfois une demi-heure pour qu'il nous donne le point d'appui, comme ça a été dit tout à l'heure par Mesmer, c'est-à-dire, mais où est-ce que le patient va accepter de bouger et de modifier quelque chose dans son existence? Vous avez parlé d'arrêter de fumer, les patients ils viennent vous voir pourquoi? Principalement pour cette raison? Beaucoup d'addictions, troubles du comportement alimentaire et beaucoup d'addictions, tabac, alcool, beaucoup. Et ils savent, ça c'est le conscient. Le conscient, il sait qu'il faudrait que je m'arrête. Bah oui, on a tout compris. Oui, mais je ne trouve pas le chemin. Et l'hypnose va aller dans le sous-conscient, c'est-à-dire le corps. Parce que c'est le corps qui dit, mais moi j'en veux pas. C'est une souffrance. Ah d'accord, et j'écoutais pas mon corps. Bah non.
Et sous hypnose, j'écoute le corps, je le retrouve. Et il me dit, laisse tomber, ça ne sert à rien, tu souffres, ça ne te rend pas heureux. D'accord, et c'est le corps qui devient le patron. Globalement, dans toutes les manifestations que vous avez faites, ça se termine toujours bien. Il n'y a jamais eu de problème ou de risque particulier, ou de gens qui, à la fin, vous disent « c'est génial » et d'autres qui disent « ah, je vous en veux ». Je vous en veux, non. Mais souvent, ça va arriver où, dans un spectacle, certaines personnes retrouvent un état de bien-être dans cet état second. Et à la toute fin, quand tu demandes à une personne « allez, maintenant, on remonte au conscient, il y en a qui ne veulent pas revenir. Il y en a qui sont là, ils sont tellement bien d'affronter la réalité, d'affronter... Exemple, peut-être une situation dans sa vie qui est chiante, excusez le terme, mais la personne ne veut pas l'affronter. Alors, moi, étant thérapeute, ou ma femme, qui est mon assistante sur scène, qui est hypnothérapeute aussi, c'est reconnaître les signes, c'est comment ramener la personne, comment lui parler, comment la faire sortir de cet état-là, en lui disant, bon, mais maintenant, on voit qu'il y a un problème. Maintenant qu'on le sait, regarde, on va consulter. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce moment-là. Va consulter, on va passer la main, parce que moi, je ne fais plus de thérapie. J'aurais un carnet rempli, parce que je suis quand même, écoute, à chaque semaine, je vois peut-être une centaine de patients, de personnes qui aimeraient que je les aide, mais alors je les réfère au bon département par la suite. Moi, je n'ai plus le temps de le faire, mais mon but premier, c'était de démontrer que le subconscient est puissant, l'hypnose est un outil qui peut nous aider dans notre vie, et le showbiz m'a aidé à faire passer ce message. Après, les hypnothérapeutes prennent la main. C'est vrai que le spectacle permet vraiment de mettre en valeur cette thérapie qu'on croit que c'est une thérapie originale. Non, on devrait nous apprendre ça en médecine. On a l'impression que c'est une croyance presque. Est-ce que tu y crois ? C'est bizarre comme question. Ouais, est-ce que tu y crois? Que tu y crois pas, le subconscient, le cerveau va réagir à la suggestion. On est bombardé à tous les jours par la télé, les médias sociaux. On a plein de trucs qui nous influencent dans notre vie. Alors, on est influencé. Et quand on le comprend, on est capable de s'auto-influencer nous-mêmes. Et on a les outils pour le faire. Notre cerveau est puissant pour faire ça. On a fait la théorie, on peut faire un peu de pratique ? Oui. Un peu de pratique. C'est quoi la pratique alors? Bon, mais vous voulez faire quoi? Un test de réceptivité? Un test de réceptivité. Vous voulez voir si on est réceptif? On est tous réceptifs. Ça dépend à quel point vous avez envie de le faire. Moi, j'ai essayé une fois l'hypnose pour tout vous raconter, pour l'addiction au sucre, et j'ai eu envie de partir en fou rire. Je me pinçais pour parler. Ah ben oui, ça arrive. Mais ça déclenche. Parce que la professionnelle m'a dit, au final, je ne veux pas vous changer, ça fait trop partie de vous. Et elle m'a parlé avec une voix ridicule. Vous galopez sur la plage. J'avais envie de rire, je me pinçais. La voix, c'est important, la voix. Le ton de la voix, écoute, le rythme de la voix. Oui, bien sûr. Il faut que la voix soit calme, soit bienveillante. Il faut surtout s'adapter à la personne qui est devant nous. C'est ça. Parce qu'une personne qui est devant nous, des fois, j'ai fait des démonstrations corporatives dans des groupes de médecins. C'est sûr que tu n'arrives pas là avec un discours un peu de cabaret. Alors, tu y vas un peu plus de façon... scientifique quand tu t'adresses à des médecins. À l'inverse, j'ai fait des séances avec des avocats, par exemple. Je me disais, OK, des avocats, mais quand j'ai vu comment ça se passait dans la soirée, je dis, OK, ils sont complètement crinqués. Je dis, parfait, on y va, on peut y aller, on envoie la sauce. Mais, bref, faut s'adapter au public. En tout cas, pour moi, je m'adapte au public, et en thérapie, on s'adapte à la personne qui est là aussi, parce que c'est elle qui dirige. On est là pour la diriger, mais je veux dire... Vous nous faites quoi pour nos deux publics que nous sommes? Alors, c'est ça, j'essaie de voir comment vous réfléchissez à la base, mais on peut faire un test de réceptivité. Vous le faites ou je le fais? Je peux le faire si vous voulez. Mais allez-y, je vous laisse aller. Moi, je le fais à chaque fois, moi. Là. En fait, il y en a très nombreux, plusieurs, une douzaine, qui viennent explorer une zone sensorielle. La vue, donc on peut soit fixer un point, on peut faire ça si vous voulez. Vous pouvez fixer un point, une lumière. Alors, l'hypnose, on la réserve. Nous, on ne forme que les professionnels de santé. Ça éblouit un peu, quand même. Alors, vous regardez et voyez si c'est vrai que quand on fixe un point de manière prolongée, cela finit par embrouiller la périphérie. Oui. Donc tout le monde. C'est comme s'il y avait de la fumée un peu autour. Autour, ça devient flou, ça devient pénible, ça donne peut-être envie un peu de dormir ou de se détendre. C'est donc la fixation prolongée sur un élément, que ce soit un point, que ce soit un objet que je touche. Vous pouvez aussi prendre 2 doigts, le pouce et l'index, et frotter, et puis arrêter, et s'apercevoir qu'après, la sensation devient confuse.
Et puis ensuite, si vous dites, bon, ça y est, c'est confus, effectivement, ben vous pouvez de nouveau rebouger les doigts et dire, ah oui, entre mes doigts, ça devient beaucoup plus précis. Et si je quitte le point, ah ben oui, ça y est, ma vue devient beaucoup plus efficace. Voilà, entre je me laisse faire par quelque chose qui réduit ma perception, ou bien non, ça y est, je retrouve le mouvement. Et c'est ça qui change. C'est que quand on retrouve le mouvement, toute la perception s'enrichit. Quand on enlève le mouvement, ça devient confus. Mesmer, vous utilisez aussi des choses avec les doigts, je crois, non? Ah, le test des doigts, Ouais. oui, ça, je fais ça souvent. On peut l'essayer. OK? Essayons, OK, allons-y, essayons. allons-y. On va placer les deux mains dans cette position. Vous allez décoller les coudes de la table. Vous allez déplier les index et pointer les deux index en direction du plafond. Et là, on ouvre les doigts. On fait un espace de 1 cm entre les doigts, 1 cm d'espace. Et regardez le vide qu'il y a entre les doigts. Fixez le vide, fixez l'espace qui est là. Vous allez déjà sentir quelque chose qui se passe. Vous allez voir vos doigts qui commencent à se rapprocher. Se rapprocher. Et là, j'augmente la puissance. Imaginez que je transperce les doigts avec une vis. Je serre la vis maintenant. Et regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. Et se collent de mieux en mieux, de plus en plus. Et de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Il sera pour vous impossible de les séparer quand j'aurai compté jusqu'à 3. Alors avec le 1, ça colle maintenant. Avec le 2, vous sentez cette force et vos doigts restent coincés. Et avec le 3, impossible de les séparer tant que je ne vous dirai pas le contraire. Même si vous essayez, ça reste là, coincé dans cette position. Alors ici, on voit ici que vos doigts sont coincés, collés dans cette position. Et toi, on a vu les doigts s'approcher. S'approcher, ouais. Ouais, Je regarde, je contrôle Alain. Alain, t'es collé, toi? Ouais, Moi, je suis collé. Moi, j'ai Alain du mal, est collé. mais je peux pas décoller. Moi, je résiste. Toi, tu résistes, mais Moi, si j'avais pris peut-être 30 secondes de plus avec toi, on Ouais. aurait réussi C'est à vrai que là, aller je suis directement très, sur le très proche, Je suis conscient. très réceptif, moi, alors. Mais alors, Alain, vous essayez de séparer les doigts en ce moment, c'est ça? Ah, Et ça ne fonctionne pas. Hein? c'est soudé. Et si je coupe le contact, on sépare les doigts facilement, C'est instantanément. tout simple. Hein. Ah, c'est tout simple, mais non, il a déjà mis la table fantastique. avant moi. là. Non, mais Il s'agit de... on T'as est- ressenti le... Bah, j'ai ressenti le fait que surtout je ne pouvais pas empêcher d'eux. C'est Ah ça oui. qui est. Oui. Parce que Ouais. il y a une part. Ben, vous savez ce qu'on et fait il y a un avec ça? moment où on se libère. Ce qu'on fait avec ça, moi, c'est qu'en hypnose de spectacle, on va souvent partir d'un phénomène naturel du corps physique dont les doigts vont s'approcher. Hein, avec une fatigue, les doigts s'approchent, et on amplifie ça avec une suggestion hypnotique qui va faire en sorte que, OK, maintenant, le subconscient dit, OK, je suis coincé. Parce qu'on parle au subconscient. Le subconscient l'accepte aussi. Hein, alors, je suis coincé. Et tant que je n'ai pas dit le contraire, vous êtes dans ce focus-là que le subconscient dit, je suis coincé, je ne peux pas m'en libérer. Consciemment, vous allez essayer de forcer, mais c'est le subconscient qui accepte. Consciemment, vous allez essayer de le faire l'inverse, mais ça ne fonctionne pas. Et je vous dirais, on va aller plus loin. Remettez vos doigts ensemble. OK, regardez bien, sans même dire un mot. Et voilà. C'est toujours coincé. Hein? Et essayez de faire l'inverse. Ça ne fonctionne plus. Pourtant, vous voulez, vous forcez mentalement, consciemment, vous C'est forcez, vrai. mais le subconscient, lui, est programmé comme ça. On a fait une programmation neurolinguistique en quelques secondes. Alors maintenant, on peut libérer les doigts. Et Ce voilà. test lui convient. Ouais, ça Je suis bon pour le test des doigts. Alors, ben, c'est ça. Il peut aller sur Une scène. fois qu'on est là, vous allez pouvoir monter sur scène et je fais un deuxième test par la suite Bien parce que sûr. là, je les vois, ils sont près de moi. Je vois comment ils réagissent rapidement. Je vois justement, on parlait un peu plus tôt de rythme cardiaque. Moi, je suis recalée, moi. Non, non, C'est j'ai bon. une technique pour Ouais. vous, ça dirait. Spécial pour toi, c'est mention spéciale. Je fais rien pour attendre, je vais me retrouver endormie dans 2 secondes. Ben Alain, venez voir le spectacle, vous allez peut-être monter sur scène. Je suis ici encore Si 2 je vais semaines. essayer mes doigts. Ah oui, déjà, les doigts fonctionnent, le reste va fonctionner. Je vais Ça marche m'endormir tout aussi de bien suite. chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, chez les vieux, chez les Chez jeunes. tout le monde, honnêtement, tout le monde, mais il y a certains soirs où je vais me retrouver seulement qu'avec des femmes sur scène. Il y en a qui vont dire, parce que les femmes ont envie de vivre l'expérience, ils sont moins dans l'orgueil et tout ça. Non, parce que le soir suivant, c'est seulement que des hommes que j'ai sur scène. Alors, ça dépend de chaque public, comment ça se passe. Bref, il n'y a pas une personne plus réceptive qu'une autre. Est-ce que je me trompe? La suggestibilité est très forte chez l'enfant, par exemple, puisqu'il accepte. Puis j'aime jouer, Ouais, puis il est écoute déjà des subconscient, histoires. l'enfant. Tu sais. T'es une princesse, t'es un roi, il accepte. Et du coup, quand on joue avec, on va pouvoir travailler sur le fait qu'il maîtrise pas bien sa vessie, sur le fait qu'il dort pas, il s'endort pas bien, etc. Parce qu'il est tellement suggestible. Mais il faut trouver l'histoire qui lui plaît. Exactement. Et il faut pas qu'il fasse ça pour faire plaisir à maman. Il faut qu'il s'amuse et il peut même vivre la transe les yeux ouverts. Tellement ils sont hyper suggestibles. Ça peut marcher en une séance? Oui, bien sûr. Ouais.
On Les voit enfants sont au beaucoup subconscient. d'addictions en une fois, Entre 0 et 6 ans, entre 6 ans et 12 ans, l'enfant est encore au subconscient. La conscience va se Exact. créer plus tard. Exactement. Et l'être humain, nous, en tant qu'adultes, Oui. c'est ce qui nous bloque souvent, c'est notre conscience. Parce que si on enlève la conscience et qu'on laisse place à l'imaginaire, le subconscient, Oui, ça maîtrise. Ça va être très rapide. Ouais. Mais la conscience nous empêche de faire des trucs. Des fois, non, je ne le fais pas parce que si, parce que ça. Après, on se dit, j'aurais dû suivre ma première idée. Mais la première idée, c'est souvent la bonne parce qu'elle vient du subconscient. C'est souvent comme ça. Et il faut s'écouter. Je pense qu'il faut apprendre à s'écouter. Pour terminer, votre plus beau souvenir de spectacle? Tous les soirs. C'est le public qui est là, on s'amuse, on rit. Et moi, ce que j'aime de l'hypnose, c'est que je lance des perches, je lance des suggestions et le public sur scène qui vit l'expérience, va dans leur imaginaire et font ce qu'ils veulent de la suggestion. Et on est surpris à chaque soir. Et souvent, ce qu'eux sortent est encore meilleur que la mise en scène qu'on avait placée. Et je les laisse aller dans leur trip imaginaire et j'improvise avec eux. Je prends la balle au bon par la suite et je les ramène dans la mise en scène. Mais c'est ça qui est marrant, c'est ça qui me fait rire et c'est ça qui prouve au public aussi que, écoute, on peut faire de grandes choses avec ça. Je le fais pour divertir, mais je passe toujours le message que, oui, le subconscient est puissant, notre cerveau est puissant, puis on peut faire de grandes choses. Mon but, c'était ça. Et vous, docteur, votre plus belle histoire de prise en charge, de témoignage de patients? J'en ai de nombreuses, mais juste, c'est anecdotique. Il y a 2 jours, je vois un monsieur, et il me dit, je suis déjà venu vous voir il y a 9 ans pour arrêter de fumer. Je lui dis, ouais, cool. Il me dit, non, là, je viens pour autre chose, je dors pas bien. Bon, ok, on y va. Et je dis, mais vraiment, c'est bien que vous arrêtez de fumer. Il me dit, oui, c'était génial. Il me dit, c'était tel jour, tel mois et telle année. J'ai dit, mais comment vous vous souvenez de... C'était il y a 9 ans. Et il me dit, il tire sa manche. Il avait fait un tatouage. Freedom, la date, le jour, le mois et l'année. Libéré. J'avais jamais vu ça. Libéré. Voilà. Et je lui dis, écoutez, c'est magique, votre histoire. Ouais. Mesmer, merci beaucoup. On vous retrouve sur scène, en fin de compte, régulièrement. Vous êtes là, je suis au Grand Rex jusqu'au 26 janvier. La tournée à travers la France, Belgique, Suisse. Si vous avez envie, Tahiti à l'automne, je vais faire des shows là-bas aussi. Si on nous paye le voyage, pourquoi pas? Merci en tous les cas, Mesmer, d'être venu avec nous. Merci aussi, Dr Benayem. On rappelle que vous dirigez le centre Hypnotise qui forme les professionnels de santé à l'hypnose et vous êtes l'auteur de L'Art de l'hypnose et aux éditions Odile Jacob. Et Hypnose toi-même. Hypnose-toi toi-même. Vous voyez, ça y est, je suis complètement parti ailleurs. Chez Flammarion. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.